sur RTI 1. Bonsoir à tous. Je vous donne tout de suite les titres de ce 26 mars. Le système de dépistage en Côte d'Ivoire est mené par l'Institut Pasteur, un établissement public qui a pour mission la recherche, la formation, le diagnostic et la surveillance épidémiologique. Comment sont faits jusque-là les diagnostics de maladies à coronavirus? L'Institut est-il assez équipé pour gérer la crise? Des réponses dans ce journal. Les inspecteurs du commerce sont sur le terrain pour traquer tous ceux qui ne respectent pas les prix maxima pour les gels hydroalcooliques. D'autant plus que le ministère du Commerce et les industriels du gel ont arrêté un prix fixe qui ne connaît pas de flambée. La mesure de confinement d'Abidjan qui devait entrer en vigueur ce soir est repoussée à dimanche minuit. La décision a été annoncée cet après-midi. Mais au cours de la journée, les gares routières d'Abidjan ont été prises d'assaut par de nombreux voyageurs. Le dossier politique de ce soir est aussi consacré au Covid-19. Quels sont ses effets sur la vie politique ivoirienne? Comment les acteurs politiques s'adaptent-ils? Nous en parlons tout à l'heure. Bienvenue à tous dans ce 20h entièrement consacré au coronavirus. Le point de la situation en Côte d'Ivoire et dans le monde, les mesures de prévention et la lutte contre la pandémie. Quel est le dernier bilan officiel sur le sol ivoirien ce 26 mars? Nous rejoignons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour être situé. Ce 26 mars 2020, nous avons enregistré 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 96 le nombre total de cas confirmés. Ces cas sont des formes légères. Nous notons toujours nos 3 cas guéris, pour l'avoir dit hier. La recherche de tous les contacts des cas confirmés se fait de façon continue par l'équipe de suivi des contacts mise en place à cet effet. La Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. Vous savez que dans la sous-région, plusieurs cas de décès ont été enregistrés. Il faut que nous notions ça comme un élément tout de même soulageant. Nous insistons également sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de la pandémie. Le respect des mesures, nous référons ainsi à cet important message du président qui dit que notre principal ennemi, c'est l'indiscipline. Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tous, car dans cette affaire, c'est ensemble que nous vaincrons la pandémie. Les chiffres ne font que grimper dans le monde. On compte aujourd'hui 416 686 cas confirmés avec 18 589 décès sur les 196 pays touchés. Les pays les plus affectés sont la Chine, 81 869 cas, l'Italie, 69 176 cas, les États-Unis, 51 914 cas, l'Espagne, 39 673 cas, l'Allemagne, 31 554 cas, l'Iran, 27 017 cas et la France, 22 025 cas. Pour la région Afrique, on compte 46 pays touchés avec 2 746 cas et 77 décès. L'état d'urgence en vigueur sur le sol ivoirien depuis 2 jours a fait l'objet en fin d'après-midi d'une conférence tripartite. Le ministre de la Sécurité a fait le point des dernières mesures. L'interdiction de circulation entre Abidjan et le reste du pays entrera finalement en vigueur à compter du dimanche 29 mars à minuit. Mahama Traoré. Nos concitoyens et tous ceux qui vivent sur notre territoire
commencent réellement à prendre conscience de la gravité de la situation. Les comportements s'en ressentent. Mais cela ne veut pas dire que les mesures qui ont été prescrites vont être levées, bien au contraire. Nous sommes obligés de les renforcer. C'est justement pour ça que hier, j'annonçais qu'à partir d'aujourd'hui, jeudi 26, les restrictions allaient être instaurées sur le déplacement des personnes dans la région d'Abidjan. Toutefois, pour permettre aux populations de prendre toutes leurs dispositions, la mesure de restriction des déplacements de personnes entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays entrera effectivement en vigueur le dimanche 29 mars 2020 à minuit. Le Grand Abidjan s'entend le district d'Abidjan et les localités de Grand Bassam, Bonois, Assini, Dabou et Azaguié, la limite nord étant le PK 30 sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. La mesure de restriction ne concerne donc pas les déplacements de personnes à l'intérieur du Grand Abidjan et le transport de marchandises sur toute l'étendue du territoire national. L'isolement de la ville d'Abidjan du reste du pays va donc prendre effet à partir de dimanche à minuit. L'information ayant été donnée en fin de journée, ce matin déjà, les voyageurs en partance pour les villes de l'intérieur du pays se sont précipités dans les gares routières d'Abidjan. Il a fallu quelquefois jouer des coudes pour avoir un titre de transport. Didier Nguessan. Ce jeudi 26 mars, à minuit, aucun véhicule de transport de passagers ne pourra sortir ou entrer à Abidjan. La capitale économique est confinée. À Djamé-Renault, à quelques heures de ce délai, les voyageurs prennent d'assaut les gares routières. Ce transporteur a plus de demandes que de cas disponibles. Pas facile pour tout le monde d'avoir un ticket. Comme j'ai appris que ce soir, à partir de minuit, ils vont fermer tout voyage. Donc, je suis venu depuis 7 heures pour bénéficier des tickets. Donc, je suis dans le rang de tickets jusqu'à presque au guichet. On me dit qu'il n'y a plus de tickets. Mais je suis obligé d'aller ailleurs. Il faut que je rentre absolument ma famille hier. Mais certains ont plus de chance. Je suis là depuis 8 heures. Très heureux d'avoir eu un ticket de sortie. Entre l'urgence de satisfaire le maximum de passagers et la pression du couvre-feu, le compte à rebours est déclenché. Depuis hier, on avait déjà bloqué les départs. Mais comme il y a certaines personnes qui sont restées bloquées avec la sortie du ministre de l'Intérieur, donc ce matin nous sommes venus évacuer les dernières personnes pour qu'ils puissent retrouver leur famille. Toujours à Djamé, nouvelle gare, ces passagers s'assurent du chargement de leurs vivres. Le chef de gare veille au respect des consignes de sécurité. Depuis le matin, il faut que les gens rentrent, puisque l'État a déjà décidé. Quand l'État décide, il n'y a rien d'autre. Donc le président a parlé, il faut que cela soit exécuté à la lettre. Donc aujourd'hui, tout un chacun cherche à rentrer. À partir d'aujourd'hui, minuit, tout est fini. Cette compagnie de transport préfère renoncer au dernier voyage avant le confinement. La plupart des chauffeurs résidant à Abidjan n'ont pas voulu prendre le risque de rester loin de leur famille. La gare est fermée. À Yopougon-Sipores, c'est une autre ambiance. Les guichets sont débordés. Les responsables de cette gare improvisent cet abri pour les passagers. On est en train d'essayer, à notre manière, d'évacuer nos passagers sur nos destinations, sur différentes destinations. Parce que nous, on fait Korogo, Djéné, Tengerla, Pogo, Madinani, tout cela on fait. Comme ils ont fermé les établissements, j'ai décidé avec mes parents de rentrer à l'intérieur pour attendre la rentrée. De passage dans cette gare, le président du Haut Conseil du patronat des transporteurs routiers sensibilise les transporteurs. Pour lui, le préalable pour tout changement reste le respect des mesures sanitaires. Tout transporteur contrevenant aux mesures sanitaires verra son véhicule être déchargé, avertit Diaby Ibrahim. À quelques heures du confinement, Abidjan se vide au profit de l'intérieur du pays. Le confinement d'Abidjan ne sera donc effectif qu'à compter du dimanche 29 mars à minuit. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est au cœur du système de dépistage dans le pays.
comment fait-il face à la situation sanitaire actuelle? Dans quelles conditions les tests pour détecter le Covid-19 sont-ils effectués et comment les techniciens qui y travaillent au quotidien se protègent? Sephora Zegui s'est rendu sur place. Département des virus épidémiques. C'est dans ce bâtiment de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire que le docteur Edgar Adjogwa et son équipe ont révélé le 11 mars dernier le tout premier cas de Covid-19. Dans les locaux de cet institut, aucun prélèvement n'est fait. Les chercheurs reçoivent les prélèvements effectués par les structures sanitaires désignées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une fois réceptionnés, la procédure peut commencer. Après désinfection, les boîtes contenant les échantillons sont directement déposées dans cette salle où l'accès est interdit à toute personne étrangère. On met tout le matériel qu'il faut à l'intérieur et une fois que c'est fermé, on n'est plus en contact avec l'échantillon. On pourra le rendre inactif et après le sortir, vous le travaillez sur cet appareil-là qui a une autre microbiologique, c'est un appareil qui protège le manipulateur. Et donc, en plus de tous ces appareils-là qui protègent, le technicien va porter sa combinaison de protection. Comme on peut le voir, les laborantins sont très bien protégés. Aucun risque de contamination au Covid-19. Les prélèvements nasopharyngés sont placés dans des barrettes et lus par cette machine. Sur l'écran, une courbe verte et plate pour un cas testé négatif et une courbe rouge et ascendante pour un cas testé positif. Et donc ici nous en avons 1, 2, 3 et 4 appareils. Et chaque appareil est capable de tester 90 échantillons pour 2 heures. Donc en journée, on peut faire 2 fois le cycle parce que le diagnostic s'est fait en 2 temps, en 2 étapes. La première étape, on va tester tout ce qui est coronavirus, le pan-coronavirus. Et lorsqu'il est positif, on va aller maintenant chercher à savoir est-ce qu'on a affaire au Covid ou pas. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ne lésine pas sur les moyens. Ces appareils sont de dernière génération, pareils à ceux utilisés en France et ailleurs dans le monde. Nous sommes dans un réseau mondial de laboratoires. Et donc, dans ce réseau-là, certains réactifs essentiels nous sont partagés. Je pense qu'il faut faire confiance aux techniciens que nous sommes. Il faut faire confiance à l'équipe que nous sommes. Ce n'est pas la peine que les gens s'agitent. Mais aujourd'hui, à l'instant T, l'Institut Pasteur est capable de faire des milliers, une dizaine de milliers de tests, voire plus. Pour rappel, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire abrite la biobanque de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le docteur Albert Touakeus Mabry, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'y est rendu ce mercredi matin pour se rendre compte des dispositions pour faire front au Covid-19. Nous voyons que le professeur Dosso Miret et toute son équipe sont à la tâche. Nous avons vu la session de formation, puisque maintenant il faut établir et renforcer les capacités donc du réseau des techniciens qui peuvent contribuer au prélèvement sur l'ensemble du territoire national. Ce sont les tests qui sont déclarés positifs par l'Institut Pasteur qui constituent la référence au plan statistique. En Côte d'Ivoire, jusqu'à maintenant, il n'y a que l'Institut Pasteur qui est capable de faire le diagnostic. L'Institut Pasteur, c'est aussi un centre de gestion des déchets. Une fois les activités du jour achevées, les déchets ménagers et sanitaires sont acheminés sur ce site pour traitement. Il y a un système en place de désinfection. Donc, quand on désinfecte, on conserve jusqu'à autour de 24 heures pour que vraiment tous les supports de transport soient vraiment stériles. Des professionnels de laboratoire sont en formation depuis 2 semaines à l'Institut pour désengorger l'Institut national d'hygiène publique. Il s'agit de 38 laboratoires publics et privés. Les formations portent essentiellement sur la maîtrise du coronavirus, le packaging et expédition des échantillons, la conservation des échantillons et des virus, entre autres. Le professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, assure que sa structure est prête à relever tous les défis qui se présenteront à elle. Nous installons des infrastructures et des techniques de pointe. Et également, nous formons les ressources humaines qui sont très compétentes. Dès que le cas a été confirmé qu'il s'agissait d'un nouveau coronavirus,
nous avons reçu de façon quasi immédiate tous les protocoles qu'il fallait utiliser et tous les réactifs qu'il fallait utiliser et à quel endroit il fallait acheter ces réactifs. L'Institut Pasteur dispose depuis quelques années de matériel de pointe capable de répondre à toute éventualité. En plus des tests effectués pour détecter le Covid-19, il effectue aussi des recherches. Le gel hydroalcoolique est aujourd'hui un produit essentiel pour se prémunir du coronavirus. Il est souvent en rupture dans certains points de vente et d'autres font par contre de la surenchère. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a fini par instaurer, en accord avec les industriels, un prix maxima sur toute l'étendue du territoire. Ces mesures sont-elles appliquées? Chaque connaît. Depuis ce mercredi, une équipe de 3 inspecteurs sillonne tous les réseaux de distribution, grandes surfaces, magasins, stations-service, pharmacies et boutiques de proximité. En gros, tous les lieux de vente de gel hydroalcoolique. Ici, dans cette station-service dans la commune de Cocody, la surenchère est flagrante. Le flacon de gel de format 500 ml vendu au prix maxima chez le détaillant en 1375 francs CFA est vendu dans cette station au prix de 3000 francs CFA. Ici, nous sommes dans une boutique de détail, vente au détail. Nous avons constaté une anomalie au niveau du prix détaillant. Nous avons pris la facture de la dame. Nous allons remonter chez son fournisseur, son grossiste. Après vérification des factures, la gérante a été convoquée pour approfondir les investigations. Elle encourt une amende comprise entre 1 million et 100 millions de francs CFA. À une centaine de mètres de là, dans le quartier de Blocos, la responsable de cette officine de pharmacie, visiblement surprise par ce contrôle inattendu, a du mal à justifier sa pratique spéculative sur les flacons de gel. Je vous dis clairement que mes gels, je les ai eus avant que le ministre sorte son arrêté. Et je les ai achetés sans facture parce qu'on n'a pas voulu me donner de facture. Parce que moi-même, quand je prends... Le gel désinfectant de 60 ml vendu au prix détaillant à 230 francs CFA, conformément au nouveau tarif, est vendu dans cette officine à 1500 francs CFA. Beaucoup de structures actuellement qui ne sont pas encore informées de ce qu'il y a une directive qui est sortie du ministère du Commerce concernant les prix des gels. Mais je pense que dans les 48 heures, les choses vont rentrer dans l'ordre puisque nous avons commencé à verbaliser, comme vous l'avez vu, certaines structures qui ne respectent pas ces prix. Après Cocody, cap est mis sur la commune de Bingerville. Cette fois, l'équipe d'inspecteurs vient s'enquérir de la disponibilité des produits de grande consommation, du respect des prix du marché, ainsi que de l'approvisionnement des produits. Des dispositions que semble remplir ce gérant du supermarché. La disponibilité du stock, je pense qu'il y a pour le moment les premières nécessités. Quand je dis les premières nécessités, il y a une quantité vraiment qui puisse satisfaire les populations. Voilà, mais les grandes consommations, actuellement, on atteint déjà le stock d'alerte. Donc, du coup, la commande depuis hier soir a été préparée. Tout à l'heure, je vais la faire partir pour éviter la rupture. Des dispositions appréciées diversement par les consommateurs. Je suis venue acheter du riz. Ce que j'ai vu, je voulais acheter là, c'est passé à 12 500. C'était à 10 000. J'ai pris. Parce que j'avais besoin de ça, donc j'ai pris. Je suis venue acheter huile. C'est le même prix que je payais avant. Ces contrôles, dans le cas de la maladie à coronavirus, vont permettre de remonter les informations à l'échelon national pour éviter une flambée des prix. Des informations essentielles pour l'État qui entend encadrer les prix. C'est à juste titre que le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, a annoncé qu'il n'accepterait pas la moindre spéculation sur l'épidémie du Covid-19. La gendarmerie nationale reste mobilisée. Le commandant supérieur a entamé une série de rencontres avec ces hommes afin de les sensibiliser et de les exhorter au strict respect des mesures de prévention édictées par le gouvernement, dont le couvre-feu en vigueur. Abou Sanogo. Caserne de gendarmerie d'Agba. Le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, à la rencontre de ces hommes. Il s'agit pour lui de vérifier le strict respect des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus Covid-19. Alexandre Apalo Touré a sensibilisé ces hommes ainsi que leurs familles. Il les a invités à rester vigilants et respectueux des mesures préventives mises en place en vue d'endiguer la pandémie. Pour les habitants de la caserne d'Agba, d'autres mesures ont été prises, notamment la restriction des visites dans les casernes et les sorties, l'élaboration des cartes d'accès pour les familles des gendarmes et l'application stricte du couvre-feu à l'intérieur de la caserne d'Agba. Dans la soirée, et pour vérifier le dispositif mis en place par la gendarmerie nationale dans le district d'Abidjan,
le général de division Alexandre Apalo-Touré a effectué une tournée dans les différentes communes. À chaque étape, il a encouragé ses hommes à observer et à faire respecter les mesures de prévention prises par le gouvernement pour prévenir ou lutter contre ce virus. Pour l'application de ces mesures, les unités de la gendarmerie nationale ont investi les villes et villages du pays. La gendarmerie nationale invite la population à se conformer aux mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus Covid-19. De jour comme de nuit, sur l'ensemble du territoire national, les gendarmes sillonnent les rues, les commerces, les bars et autres lieux de réjouissance pour se rendre compte du respect de ces mesures. Tout comme le couvre-feu, la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes est venue étoffer le plan de riposte gouvernemental. Au poste frontalier de l'Alé-Rabat, dernière localité ivoirienne, à 1 km du Burkina Faso, tout est mis en œuvre pour que ces mesures soient appliquées intégralement. Ami Sissoko. Les frontières terrestres, bel et bien fermées. Poste frontalier de l'Alé-Rabat, département de Ouangolodougou à 1 km du Burkina Faso. Le trafic de personnes est suspendu conformément aux mesures gouvernementales. Aucun car de passagers en circulation ou visible. Ce marché qui d'ordinaire était bien fourni est quasiment vide. J'ai procédé à la fermeture de la frontière à l'Alé-Rabat. À minuit, nous avons procédé à la fermeture de la frontière de Pogo. C'est la même chose pour le poste frontière de la Citaraï. C'est fermé à tout mouvement humain. À tout mouvement humain, que vous soyez à pied, que vous soyez en voiture, que vous soyez à moto. Seul est autorisé le trafic de marchandises sous réserve de contrôle sanitaire réalisé par les autorités compétentes. Toutes les marchandises à l'export et à l'import continuent le trafic habituel. Tous les acteurs de la plateforme sont donc appelés pour chacun à faire le travail qui est le sien. La fermeture des frontières terrestres ne semble pas être acceptée par certains, malgré la menace du Covid-19. Nombreux sont ceux qui empruntent des chemins détournés, comme ces pistes. Le lit d'un des affluents du fleuve Komoué, entre l'Alé-Rabat et le Burkina Faso, sert aussi de passage. Ce jeune homme a tenté de regagner le Burkina Faso par ce chemin. Mais il est refoulé avec plusieurs autres par les forces de l'ordre et de sécurité qui restent vigilants. Ça, c'est bien entendu l'apport de nos fascis qui sont un peu situés dans ces pistes-là afin de les épingler. Bon, sincèrement, comme hier, je suis sorti là. Bon, je n'ai rien entendu quoi. C'est fermé jusqu'à nouvel ordre. Voulant tirer profit de la suspension des transports en commun, des jeunes ont vu leur engin saisi. Ils s'adonnaient avec leur moto au convoyage des passagers clandestins. Pour la journée d'aujourd'hui, vous comptabilisez cette moto et c'est le phénomène auquel nous faisons face aujourd'hui. Le convoyage des passagers clandestins à partir de ces motos en provenance du Burkina Faso. Nous veillons avec nos forces en appui au grain. Les voitures personnelles sont également refoulées. C'est le cas de ce conducteur. Il retourne donc au Burkina Faso. Bon, je suis à Ouangolo ici, je suis passé dimanche, samedi soir pour aller faire mariage à Banfara. Alors, j'ai compris hier qu'ils ont fermé le frontière, personne n'est pas là. C'est maladie, tout le monde se charge. Donc moi, il va qu'ils ont parlé vérité, donc moi je vais retourner. Comme pour tous les domaines, la scène politique est fortement impactée par le coronavirus. Plus de grands rassemblements, plus d'activités de terrain. Certains partis ont suspendu toute activité politique et se tournent désormais vers la sensibilisation. Alexis Ouedraogo nous propose le dossier de ce 20h consacré à l'impact du coronavirus sur la scène politique ivoirienne. Le Covid-19 frappe sans aucune distinction. Face à cette réalité, le monde se mobilise comme un seul homme, faisant taire pour l'heure bien de divergences. En Côte d'Ivoire, la bouillante scène politique a pris, elle, une douche froide. De part et d'autre, l'on appelle à la sensibilisation. Pour les populations, l'heure n'est absolument plus aux guéguerres entre partis politiques. La scène politique que nous devons mener actuellement, c'est la politique, comment lutter
contre ce fléau qui nous mène, nous tous, notre vie en danger. Ils devaient s'unir, parler d'une seule voix, conseiller les populations, parce qu'elles sont prioritaires. Et puis, la politique viendra après. Ce n'est pas le moment vraiment de se retrouver pour parler des problèmes politiques. Je pense que, pour moi, vraiment, ce n'est pas le moment. Voilà, on peut taire ça pendant un moment et puis s'occuper de nos vies. Parce que c'est quand on vit qu'on peut faire la politique. Pour le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, il n'y a aujourd'hui qu'un seul adversaire, le Covid-19, qui arrache des vies. Il ne s'agit pas d'une affaire de parti politique, parce que cette maladie virale ne trie pas. Et il faut que les Ivoiriens le sachent. Je voudrais demander de taire momentanément nos divergences d'opinion et de tuer en nous certains réflexes. Des réflexes qui poussent certains souvent à s'opposer systématiquement à tout ce qui vient de l'autre. Aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape parce que cette maladie est là, qui nous guette tous. C'est ensemble et dans la discipline que je crois que nous allons gagner la bataille et sauver notre pays. Avec le RHDP, tous les partis politiques sont bien engagés pour cette cause commune. Le PDCI-RDA, avec ses campagnes, distille aussi via ses plateformes numériques des talk shows pour instruire les populations. Le Covid-19 se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire quand vous parlez, vous émettez des jets, des gouttelettes de salive. Et ces gouttelettes de salive sont capables d'atteindre votre vis-à-vis, votre partenaire. C'est pour ça que dans les mesures, on vous demande d'être à au moins 1 mètre. Idem au Front populaire ivoirien, où le président Pascal Affi-N'Guessan n'hésite pas à inviter les Ivoiriens au respect des mesures édictées par le gouvernement. J'appelle à l'union sacrée des fils et filles de ce pays autour de notre nation. Des visages bien connus de la politique ivoirienne mettent aussi la main à la pâte, à l'exemple de l'ex-première dame Simone Eivie Gbagbo. J'invite la population ivoirienne tout entière à respecter strictement toutes les mesures de prévention qui sont recommandées par le gouvernement, qui sont recommandées par les médecins, afin de se protéger et de protéger son entourage. Avec elle, d'autres engagés comme Mamadou Koulibaly. Quand quelqu'un tousse, les crachats qui vont à droite, à gauche, qui peuvent tomber sur n'importe quelle surface, peuvent être contaminants. Quand quelqu'un éternue, la même chose. Attention, bon, c'est en temps ordinaire, on passe là-dessus, on s'essuie là, et puis après on va saluer les gens, on se frotte les... Attention, puis on se frotte les mains, et puis on va saluer les gens. Ça, ce n'est pas bien. Maintenant, il faut qu'on respecte ça. Se laver les mains fréquemment. Chaque 2 heures, on nous dit, c'est du savon, de l'eau, on se lave les mains et puis on continue. À ces mots, il faut aussi ajouter des actions menées sur le terrain par plusieurs autres partis. À l'exemple du MDG, le parti a fait plusieurs dons dans des marchés. Et cette maladie ne connaît pas les pauvres et ne connaît pas les riches. Le MDJ salue l'engagement du gouvernement ivoirien qui œuvre sans relâche à bouter le Covid-19 hors de notre territoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara, lors de son adresse, l'a bien rappelé. Berger, maçon, fonctionnaire, ministre, politicien, ménagère, tous égaux devant la loi, devant la maladie. Il n'a pas manqué de rappeler les beaux gestes barrières. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir et le jeter immédiatement. Saluer sans se serrer la main, sans accolade et sans embrassade. Respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. Éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Ce sont ces gestes simples qui peuvent sauver des vies. À ce jour, le Covid-19 continue sa ronde autour du monde. L'OMS appelle à la solidarité des peuples pour l'éradiquer. On reste sur les implications du coronavirus dans la vie quotidienne. Dans le domaine des énergies, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables a été chez l'opérateur de distribution de l'électricité et des stations-service. Il a été question de vérifier l'effectivité de l'application des mesures prises par le gouvernement. Le reportage de Cheikh Koné. Il est 11 h.
C'est seul au volant de son véhicule, mesure de lutte contre le Covid-19 oblige, que le ministre Aboudraman Cissé arrive à l'agence de Cocody Centre, de l'opérateur en charge de la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire. Il visite successivement l'accueil des clients et l'espace des guichets pour particuliers. Nous notons que toutes ces mesures recommandées par le gouvernement sont effectivement respectées et mises en œuvre. Donc, il y a des marquages au sol qui permettent vraiment de respecter la distance d'1 mètre. Il y a un lavage régulier des mains. Donc je suis satisfait. Nous avons aussi échangé avec les personnes qui interviennent lorsqu'il y a des coupures. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un couvre-feu qui a été instauré à partir de 21h. Mais entre 21h et 5h du matin, il peut y avoir des coupures d'électricité. Des efforts sont faits pour réduire le nombre de coupures qu'il y a. Il ressort que depuis l'avènement de la pandémie en Côte d'Ivoire et l'instauration du couvre-feu, ce sont plus de 400 interventions par jour dans tout le district. Après l'opérateur d'électricité, Aboudraman Cissé s'est rendu dans une station-service où il a saisi l'occasion pour assurer les populations sur la disponibilité des stocks. C'est le lieu de rassurer les populations. Nous avons du stock pour faire face à la situation. Donc aujourd'hui, nous avons plus d'1 mois de stock de produits pétroliers. Et en plus de ça, les activités continuent. Donc nous avons non seulement du stock, et en plus de ça, les bateaux continuent de venir. Dans le cadre du couvre-feu, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables a rappelé qu'il est formellement interdit aux stations-service de fermer avant 19h afin de permettre aux usagers de s'approvisionner. Le patronat ivoirien travaille aussi au maintien des services et au respect des mesures préventives en cette période particulière. Les opérateurs privés ont eu une rencontre avec le ministre de l'Économie et des Finances. Un comité technique a été mis en place afin d'étudier les propositions du patronat. Lansine Bakayoko. À travers ces échanges, il s'agissait pour le gouvernement de voir les perspectives et les anticipations par rapport aux activités du secteur privé. Occasion pour ces opérateurs économiques de remettre au ministre de l'Économie et des Finances une copie de la matrice de propositions dans laquelle ils ont recensé toutes leurs préoccupations. Des préoccupations liées, je dirais, à la continuité de l'exploitation même des entreprises, donc liées à l'adaptation des procédures et règles administratives au contexte actuel et liées également à l'appui qui peut être apporté au secteur privé en termes d'allègement de charges, en termes d'appui financier, etc. D'autres questions comme l'approvisionnement, le ralentissement économique qui impacte le chiffre d'affaires des entreprises et les difficultés à honorer certains engagements bancaires ont été abordées. Un groupe de travail a été mis en place par le ministre Adama Coulibaly. Ce groupe technique devrait assurer le suivi des différentes mesures devant accompagner le secteur privé, moteur de l'économie nationale. L'objectif de tout ça, c'est de préserver l'outil de travail, faire en sorte qu'à la sortie éventuellement de cette situation de crise, que disons, l'économie puisse repartir avec disons, des entreprises qui ne seront pas mises à zéro, mises à terre. En attendant, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a pris une série de mesures pour assurer le fonctionnement de l'économie de la région. Parmi ces mesures, 340 milliards hebdomadaires de plus aux banques destinés à financer les entreprises du secteur privé. En termes également de solutions en cette période de crise, le ministre de l'économie numérique et de la Poste a proposé aux entreprises d'opter pour le télétravail pour les agents dont la présence n'est pas indispensable sur le site de l'entreprise. Lansine Bakayoko. Le télétravail, ce travail au moyen des technologies numériques devrait contribuer à la protection des salariés contre les risques de contamination et surtout alléger les conséquences économiques liées au spectre du coronavirus. Essayez d'extraire tous les agents dont les présences ne sont pas nécessaires sur les lieux de travail, à l'effet que ceux-ci demeurent à la maison et travaillent à partir de terminaux digitaux, par des smartphones, par des laptops, des desktops, des téléphones portables. Ils peuvent produire comme s'ils étaient sur le lieu du travail. Selon le ministre Mamadou Sanogo, les opérateurs de téléphonie mobile disposent déjà des offres technologiques adaptées au télétravail. Vous savez que la Côte d'Ivoire, dans l'espace UEMOA, est l'un des pays
où le digital est très très développé. Nous avons aujourd'hui une très bonne bande passante à tous les niveaux, au niveau donc des systèmes de téléphonie, de la data. Vous pouvez vous voir à travers des écrans. Cela se voit par Facebook, par tous les outils, les OTT que vous utilisez communément. Alors, je voudrais qu'on aille à fond dans le télétravail à tous les niveaux. Avec les mesures barrières prises pour éviter la propagation du coronavirus, il devient imprudent pour les entreprises de garder tout le personnel sur les sites de production. Les présidents des organisations de jeunesse sont mis à contribution pour faire respecter les mesures de prévention. Le ministre de la Jeunesse les a mis en mission de sensibilisation auprès de tous les jeunes. Aboulaye Koné. Ce sont au moins 700 jeunes bénévoles qui seront recrutés et formés à l'effet de sensibiliser les populations sur l'ensemble du territoire national dans la lutte contre le coronavirus. L'initiative est du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Mamadou Touré a échangé avec les responsables des fêtières des organisations de jeunesse. Après l'important message qui a été délivré par le président de la République et les importantes mesures qui ont été annoncées, il était important pour nous, au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de réunir donc certains acteurs, notamment les différents présidents des différentes fêtières de jeunesse, pour aider à la sensibilisation contre donc, le coronavirus. Le lancement de la campagne de sensibilisation aura lieu le 2 avril prochain. La volonté du gouvernement sera soutenue par des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'UNICEF et l'UNFPA. La jeunesse ivoirienne promet une forte implication dans le processus. Toutes ces organisations de jeunesse seront mises à contribution pour que dans leur zone d'influence, pour que dans leur réseau, ils puissent porter le message de la sensibilisation. Cette campagne de sensibilisation se tiendra en cohérence avec le dispositif national déjà en place. Elle sera dotée d'un budget global de 92 millions de francs CFA. Merci à tous de toujours vous informer sur RTI 1, surtout pour avoir l'information vraie en cette période particulière. Et on continue le combat en respectant les mesures sécuritaires. Prenez soin de vous. Bonsoir.